Précédemment dans Superstream, malgré toutes ses qualités, Astérix et Obélix, le combat des chefs, la série d'animation signée Alain Chabat, n'avait pas fait hurler de rire notre journaliste. Les internautes de Téléloisirs, eux, ont été 55% à aimer la série de Netflix. Ce mois-ci, on va parler de survivants et d'espions. C'est parti pour l'épisode numéro 12 de Superstream. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime beaucoup. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour ressortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous, vous écoutez Superstream, le podcast de Téléloisirs consacré au programme de streaming. Alors, qui dit nouvel épisode dit plein de nouveautés à passer au scalpel, des coups de cœur, des coups de gueule de nos chroniqueurs et bien sûr des débats. On parlera notamment d'une grosse série apocalyptique qui vient de revenir pour sa saison 2. Et pour le côté nostalgie, on se penchera sur ce qui est peut-être la meilleure série française de tous les temps. Et oui, on n'a pas peur des mots chez Superstream. Mais avant cela, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table, comme chaque mois, Émilie Lopez, Juliette Osbrock et Marc Arlin. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Hello. Salut. Et on commence tout de suite par les programmes qui vous ont fait vibrer ces dernières semaines ou au contraire ceux qui vous ont agacé. On va commencer par toi, Juliette. Tu as eu un coup de cœur pour une série française. Mais tout à fait. Moi, j'aimerais parler d'une série dont, justement, à mon avis, les auditeurs n'ont pas beaucoup entendu parler, qui s'appelle Le Sens des choses et qui est diffusée sur Max. Le Sens des choses, c'est donc une petite série, une petite comédie qui est adaptée d'un livre, par contre, que les auditeurs ont peut-être lu, qui s'appelle Vivre avec nos morts, signé de Delphine Orviller. Puisqu'en fait, le sens des choses, c'est l'histoire de Léa qui revient justement de l'école rabbinique et puis qui débute dans sa propre synagogue à Strasbourg. Voilà, Léa, c'est une jeune trentenaire qui vit encore chez papa, qui est très fusionnelle avec son frère. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une approche très fraîche en fait du judaïsme. Il y a l'histoire, c'est vraiment chaque épisode on suit Léa où en fait justement elle accompagne une nouvelle personne dans une étape de sa vie. Donc ça balaie énormément de thématiques, ça balaie le deuil, le mariage, la parentalité, évidemment le rapport à la religion, à l'héritage des traditions et des coutumes. Moi, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça très nuancé parce que du coup, avec Léa, on a une vision qui est super moderne du judaïsme, mais en même temps, on n'a pas que cette vision-là. L'idée, c'est pas de donner une vision absolue de ça et de ce que ça devrait être. Justement, moi, ce que j'aimais, c'est que la série est pas du tout moralisatrice. Et du coup, ça confronte ça confronte aussi le point de vue de Léa avec des rabbins plus conservateurs et dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent ou pas cohabiter sur certains sujets. Donc, honnêtement, moi qui en plus suis pas très au courant des détails de la religion juive, honnêtement, j'ai trouvé ça super éclairant. Et puis super accessible aussi. Voilà, c'est très tendre, très drôle. Il y a des très beaux épisodes, notamment sur le rapport au deuil et toutes les coutumes qui vont avec dans les enterrements. Et honnêtement, moi j'ai trouvé ça en plus super bien filmé. Alors chaque épisode est réalisé par une réalisatrice qui s'appelle Keren Ben Raphaël. Et en fait, elle a une approche qui est visuellement très simple en apparence de toutes les actions, de tout ce qui se passe, de la vie très simple en fait de Léa et de sa famille. Mais elle a une approche des personnages où c'est vraiment les personnages qui sont mis en valeur. Et pour moi d'ailleurs, c'est les personnages qui font vraiment le caractère de la série. Léa, elle est interprétée par Elsa Gage, qui est une jeune actrice qu'on avait découverte dans Drôle sur Netflix, dans laquelle elle était justement très drôle. Et alors j'ai eu un peu peur le premier épisode, j'ai eu un peu peur de ce jeu très théâtral parfois, notamment dans la diction. J'avais peur de pas du tout accrocher, qu'on soit un peu trop dans la démonstration. Et en fait, au fil des épisodes, elle s'installe, elle est super solide dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle veut raconter, et surtout même dans l'expression corporelle, où elle alterne vraiment entre justement ce corps de femme de 30 ans qui est parfois sexualisé, puisqu'on parle aussi de sa sexualité, et puis qui est parfois celui d'une rabbine, donc dans une approche vachement plus solennelle. Tout ça, moi, j'ai trouvé ça super. D'ailleurs, elle a décroché le prix de l'interprétation à Sérimania cette année pour la série, justement. Donc voilà. Et puis, j'ai redécouvert quelqu'un que j'avais vu il y a longtemps qui s'appelle Elric Elmosnino, qu'on connaît, en fait, d'énormément de films. Voilà. Et je l'avais pas vu depuis longtemps. Et voilà, il est super touchant. C'est le père de Léa. C'est un peu un psy
petit grumpy, qui est un peu fâché pour le coup avec le judaïsme. Donc franchement, il est super. Et puis, il y a vachement d'autodérision aussi. Notamment avec le personnage de Manu Payette, qui est un personnage très exubérant et qui en fait finance la synagogue de Léa. Voilà, en fait, ils repartent quand même de clichés dont ils s'amusent énormément. Donc honnêtement, voilà, moi j'ai adoré. C'est vraiment super tendre, super drôle. Voilà, on a envie d'y revenir à la fin de chaque épisode. Eh bien, un vrai coup de cœur, dont on n'avait pas encore parlé, je crois, effectivement, dans Superstream. On va passer de l'autre côté de la table, au côté du micro de Marc. On reste avec des séries, mais cette fois, la moutarde est montée au nez, je crois. Oui, c'est ça. Oui, je propose de partir en vacances après comme tous les mois. Après les ultra riches de White Lotus, notamment. Là, c'est des gens un peu moins riches, mais un peu riches quand même. Donc, c'est 3 couples d'amis qui ont une 50aine d'années et qui ont l'habitude de se retrouver en fait une fois par saison pour des vacances. Et ça donne le titre de la série, c'est Les 4 saisons. C'est adapté d'un film des années 80 que j'ai pas vu, donc je vous ferai pas le distinguo entre la série et le film. Un film que t'as pas vu? Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive. Oh, mon Dieu. On l'a trouvé. Mais donc du coup pour me rattraper, j'ai regardé la série et j'aurais peut-être pas dû. Donc en gros, donc le pitch c'est qu'ils partent en vacances. Là, ça commence au printemps. Et tout va pas se passer comme prévu puisque Nick, joué par Steve Carell, donc l'un des amis, a décidé de divorcer de sa femme depuis 25 ans, mettant ainsi en péril le fragile équilibre amical. Voilà, on va suivre ses copains comme ça de vacances en vacances, de saison en saison, rythmé par la musique de Vivaldi, évidemment, donc à chaque début d'épisode. Aussi. Voilà. Autant dire qu'au bout de 3 épisodes, j'avais envie de tuer un musicien classique, je sais pas, de tuer un violoniste ou je ne sais qui. La série dure 8 épisodes, donc vous avez 2 épisodes par saison. Voilà, c'est assez basique là-dessus. En fait, c'est Tina Fey qui est à la coécriture et à la co-création, je crois, de la série, ou même la création de la série. Et je m'attendais de sa part à quelque chose de beaucoup plus drôle, beaucoup plus mordant. Et en fait, j'étais déçu, je trouvais ça assez tiède. Je trouve que les personnages sont pas très attachants, pas très intéressants. Et je trouve surtout qu'il y a un fond un petit peu réac, parce qu'en fait, il y a beaucoup de blagues sur les différences générationnelles entre les jeunes, entre guillemets, et les plus vieux. Mais en fait, on est quasiment toujours du côté des personnages quinquagénaires. Et en fait, les personnages plus jeunes, je trouve qu'ils sont assez maltraités. Ils sont soit moqués, soit déconsidérés. En premier lieu, la nouvelle copine de Nick, qui est évidemment une femme plus jeune. Donc ça, c'est encore, on est sur quelque chose qui est assez cliché. Et je trouve qu'ils n'en font pas grand-chose. Peut-être à la fin, ils la sauvent un petit peu par rapport à ce qui va se passer, que je ne spoilerai pas. Mais pareil, il y a une espèce de coup de force un peu scénaristique à la fin que je trouve vraiment complètement raté. Enfin, vraiment que je trouve artificiel au possible. Et voilà, donc je trouve que les personnages ne sont pas très intéressants. Il y a quelques punchlines qui sont assez drôles parce que c'est quand même du Tina Fey et elle sait écrire. Et donc il y a quelques scènes qui sont vraiment réussies. Mais sur 8 épisodes, ça fait pas beaucoup. Et j'ai eu l'impression de regarder Les Petits Mouchoirs version US avec Steve Carell dans le rôle de François Cluzet. Et quand je dis ça, c'est pas un compliment dans ma bouche. Donc, Marc, tu seras ravi d'apprendre que Netflix n'a pas écouté ton avis, n'a pas attendu Netflix ne m'écoute jamais. Pour annoncer le renouvellement des 4 saisons pour une saison 2. Je crois que c'était à peine 13 jours après la sortie de la 1. Donc, la saison 2 devait être déjà dans les tuyaux quand ils ont écrit sans doute le final. Juliette, je te vois secouer la tête. Un contre-avis peut-être, rapidement? Bah oui, enfin, je vois tout à fait ce que Marc veut dire quand il dit j'ai l'impression de voir Les Petites Mouchoirs version US, parce que maintenant que tu le dis, ça me saute aux yeux. Alors oui, moi aussi, de Tina Fey, j'attendais peut-être un peu mieux, mais je suis loin de trouver ça raté, honnêtement. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment. Ce leitmotiv de Vivaldi, moi, il m'a pas du tout dérangé. Justement, je trouvais que c'était poussé un peu au maximum, mais dans une sorte d'absurde, parce qu'il y a quand même plein de scènes absurdes dans cette série, et donc pour moi, il y avait une sorte d'écho, quoi, parce que ils n'ont rien de, enfin, malgré leurs apparences effectivement d'Américains aisés, pour la plupart ils n'ont rien de chic, voilà. Et donc du coup j'ai trouvé le contraste plutôt intéressant. Et puis non, moi j'ai pas, enfin pour le coup j'ai pas trouvé ça réac, c'est marrant. Et notamment il y a quelques clichés effectivement, mais pour moi ça allait justement dans cet humour un peu absurde. J'ai vachement aimé notamment le personnage de Colman Domingo qui est pour le coup je trouve plutôt réussi, qui me fait rire. Moi j'ai ri et surtout j'ai pleuré aussi. Honnêtement, moi c'est une série qui m'a touchée. J'en attendais peut-être un peu plus, mais honnêtement à chaque fin d'épisode j'avais envie d'y revenir. J'ai trouvé ça vraiment efficace. Et puis bon, après moi Tina Fey,
voilà, je la trouve assez magnétique à l'écran. Je trouve qu'elle dégage un charisme assez fort qui, pour le coup, me capte super facilement. Donc, peut-être que je suis trop bon public, mais... Mais donc, tu seras au rendez-vous de la saison 2. Alors oui, absolument. Émilie, on finit par toi. Alors, attention auditeurs, énorme scoop. Ce mois-ci, Émilie ne nous a pas déniché de documentaire de faits divers super glauques pour plomber l'ambiance, même si je sais que c'est pas l'envie qui t'en manquait. Oui. Non, tu vas nous parler d'une série de Prime Video qui t'a fait passer un bon moment. Oui, parce qu'en fait, à l'origine, je voulais parler des fournirais britanniques sur Netflix. J'étais vraiment très hypée et Laurence m'a dit s'il te plaît tous les mois tu me déprimes, parle d'autre chose. C'est Fred et Rose West. Oui, d'accord. C'était vachement bien. Du coup je voulais parler d'une série plus comique pour les beaux yeux de Laurence que j'adore, et je voulais parler de Surcompensation qui est arrivée sur Prime là, il y a quelques semaines. Donc Surcompensation, c'est une série écrite et interprétée par Benito Skinner, que nous, on ne connaît pas, mais qui visiblement est une grande star aux États-Unis, qui est un humoriste. C'est 8 épisodes d'une trentaine de minutes, 30-40 minutes, donc parfait, c'est 4h, 4h30 de visionnage. Et c'est l'histoire d'un ex-footballeur américain qui est au lycée, qui débarque à la fac. C'est un peu comme... ça a un peu des intonations de American Pie, sauf que c'est un American Pie gay, parce que le jeune homme est donc gay, mais il veut absolument pas qu'on le sache dans sa fac. Donc il arrive, il se lie d'amitié avec une nana. Il essaye un peu d'avoir une petite histoire, mais spoiler alert, mon chaton, tu es gay, donc forcément ça ne marche pas. Il essaye un peu de s'intégrer en embrassant tout ce qui est la culture masculine des fraternités notamment, où il va à un moment donné faire un rite de passage pour entrer dans une fraternité. En fait, pensez à tous les trucs, les clichés, les trucs les plus dégueulasses que vous pensez des facs américaines, il les a mis dans la série. Et ce qui est assez cool, c'est que c'est fait avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de tendresse. J'ai eu un peu peur à un moment donné parce que on voit notamment un couple de lesbiennes où j'ai fait oh là là, mais pourquoi tu nous représentes comme ça, mon chat, c'est pas possible. Et après, je me suis rappelé qu'en fait, tous les personnages sont des énormes clichés. C'est ça, en fait, son propos. Petit spoiler alerte zizi, parce que le colocataire du gars est absolument pas du tout pudique. Et très clairement, moi, personnellement, je n'étais pas prête à ce genre d'image, mais il y a du full frontal. Il y en a peut-être qui ont bien aimé. Voilà. On ne gardera pas l'alerte zizi dans les jingles de la saison 2. Ça m'a traversé l'esprit, Juliette. Non, mais je le dis parce que c'est important, parce que très clairement, je m'y attendais pas. Et là, je vais, ah ouais, ok, why not? En plus, ça... C'est juste... Arrête-toi. Bref, c'est frais, c'est assez sympa. Et beaucoup de guests aussi, je crois. Oui, il y a beaucoup de guests. Il y a Charlie X, je sais pas comment on dit là, voilà. XX, qui elle est productrice de la série et qui vient pour chanter à la fac et qui elle aussi tombe, enfin il l'a écrite comme un cliché de la pop star grosse connasse qui arrive et qui fait mais qu'est-ce que je fous là. Enfin bref, il y a pas mal de guests assez cool. Il y a James Van Der Beek. Oui, il y a James Van Der Beek qui vient, qui joue un espèce de vieil étudiant qui revient dans la fraternité. Bref, regardez, c'est très sympa. Ça vous prendra que 4 heures et ça vous déprimera moins que mes petits fournirais britanniques. On a besoin des fois de bonne humeur et de légèreté. Je l'ai fait pour toi, Laurence. Merci, Émilie. Merci à tous les trois surtout. Et on enchaîne avec le premier parti pris du mois, changement d'ambiance, et ça devrait créer pas mal de débats. Le 15 janvier 2023, la chaîne américaine HBO lançait la première saison de The Last of Us, l'adaptation très attendue du jeu vidéo. Une série post-apocalyptique avec Pedro Pascal et Bella Ramsey au casting, un vrai carton. The Last of Us a non seulement séduit les accros au jeu, mais aussi les non-initiés. 32 millions de spectateurs en moyenne pour chaque épisode aux États-Unis pour cette première saison, tous supports confondus. L'attente était donc très grande pour cette saison 2, mais c'est le risque. Quand on attend beaucoup, on peut aussi être très déçu. Et c'est le cas de notre journaliste Stéphanie Fuseau qui a même failli arrêter de regarder The Last of Us. Bonjour Stéphanie. Bonjour tout le monde. Alors, Stéphanie, pour resituer, oui. Toi, je crois que tu ne connaissais pas les jeux vidéo, tu n'étais pas joueuse, tu es plutôt venue à la série, si je ne me trompe pas, grâce à Pedro Pascal, non ? Alors, oui. Soyons honnêtes. On te jugera pas là-dessus. Voilà, tout le monde l'aime, je pense. Ah non, mais soyons honnêtes. Je voudrais qu'il soit mon mari, mon père, mon fils, mon meilleur ami. Je suis perdue. C'est gênant. Faut que j'en parle à ma petite. Ça et aussi parce que j'adore The Walking Dead et je me suis dit allez, un truc post-apocalyptique, je fonce. Okay. La première saison, franchement, j'étais très engagée, très investie, pas de souci. La saison 2, je commence. J'ai une relation compliquée avec The Last of Us. Il y a des hauts, il y a des bas.
Donc le début, pareil. En plus, j'ai vu au cinéma le premier épisode, super. Franchement, jumpscare et tout, émotion, parfait. Et là vient donc l'épisode fatal. Et c'est le cas de le dire. Voilà. Et là, franchement, honnêtement, je me suis assise après cette scène. J'ai eu une discussion avec moi-même. Et je me suis dit, Stéphanie, qu'est-ce qui vient de se passer ? Est-ce que vraiment ils ont fait ça ? Donc j'étais en colère. Hein. Franchement, j'étais en colère, mais vraiment. Hein. Parce que déjà, j'ai pas pleuré pendant la scène. Mauvais signe. Mauvais signe. J'ai même eu un sourire quand, je sais pas si vous vous rappelez, mais avant qu'elle parle, elle fait son long monologue et tout, elle explique tout son passé. Et en même temps, je me disais, mais tais-toi, quoi. Pedro Pascal lui dit, bon, c'est bon, on peut passer à autre chose, on y va, quoi. Et en fait, je pensais la même chose. Je me suis dit, ah, ok, raccord. Et en fait, pareil, je m'attendais du coup à une scène d'adieu, tu vois, déchirante. Ellie arrive et tout. Bon, là, je vais pleurer. Et en fait, elle répète 50 fois lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je dis bon, ok, ça va pas du tout. Et donc après, dans cette fameuse discussion avec moi-même, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais ? Je continue ou j'arrête ? Je fais les plus, les moins. Et là, je me rends compte que je n'aime aucun personnage de cette série à part Joël. C'est un peu embêtant, du coup. C'est un peu embêtant, ça va être compliqué, tu vois. En fait, il me faudrait, pour survivre là à cet apocalypse, il me faudrait un Daryl, un Michonne, tu vois, un couple un peu emblématique qui me fasse vibrer, je sais pas, un Negan, tu vois, quelque chose à quoi me raccrocher. Et au lieu de ça, j'ai Ellie qui est en pleine crise d'adolescence. Je déteste les ados. Ça ne m'intéresse pas, les crises existentielles des adolescents. Donc, je regarde pas The Last of Us pour voir une série pour adolescents, en fait. J'écoute du rock, je fais des tatouages, je sais pas où j'en suis, je l'aime cette fille, mais est-ce qu'elle m'aime ? Je m'en fous. Et donc ça m'agace profondément. Et alors, le dernier épisode, quand même. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on m'a filé un gros coup de pelle dans l'épisode 2, hein, dans la tête. Voilà, on m'a assommé et tout. On me laisse pourrir pendant 2 épisodes, là, traîner comme ça. Après, on vient me chercher, on me donne un paquet de bonbons. Oh, je retrouve Pedro. Et là, je vois vraiment tout ce que j'ai perdu. C'est-à-dire que je vois ce qui me passionne, moi, dans cette série, c'est le rapport qu'il a avec Ellie, qui est complexe, qui est intéressant, qui est émouvant, qui est beau, qui est hyper touchant. Ce qui m'intéresse aussi, c'est lui, sa dualité, c'est-à-dire qu'il est très doux, et puis en même temps, il est capable d'assassiner le mari de Gale comme ça et de mentir droit dans les yeux, tu vois. Il a un paradoxe qui est assez fascinant et les autres n'ont pas ce côté-là. Et en plus, comme Ellie, elle est en mode vengeance maintenant, elle est beaucoup moins touchante que dans la première saison. Donc là, je suis toujours en discussion avec moi-même. J'ai pas encore décidé si je continue ou pas. T'es quand même allée jusqu'au 6 et il y en a que 7, hein. Mais parce que je savais que Pedro allait arriver, donc je voulais pas quand même manquer ça. Et j'en ai profité, hein. Alors, on va voir peut-être qu'en fait, c'est inédit dans Superstream. C'est peut-être les chroniqueurs qui vont te faire changer d'avis, on va voir. Je vais me tourner vers Juliette, qui pour le coup avait joué au jeu, au contraire était une grande fan de The Last of Us, les jeux vidéo, qui a même eu la chance, tu vas faire des jaloux, d'aller sur le tournage de la saison 2 à Vancouver. Ouais. Alors, est-ce que cette saison 2 était à la hauteur de tes attentes ou est-ce qu'au contraire tu partages le point de vue de Stéphanie ? Est-ce que tu as été en discussion avec toi-même ? J'ai pas été en discussion avec moi-même parce que moi, dès le premier épisode, j'ai été déçue. Donc effectivement, moi, la saison 1, c'est vraiment pour moi l'une des meilleures séries de tous les temps que j'ai jamais vues. Et pourtant, j'avais joué au premier jeu avant de voir la saison 1. Donc, spoiler, ce n'est pas un souci de connaître déjà l'intrigue qui m'a empêché d'apprécier la saison 2. Mais effectivement, cette saison 2, j'en attendais énormément et je n'ai rien reçu. Moi, un coup de pelle. Mais pas de paquet de bonbons. Mais moi, dès le premier épisode, je me suis dit putain, ça va être, ils sont en train de se rater quoi. Moi, dès le premier épisode, rien de ce qui s'est passé dans le premier épisode ne m'a intéressée. J'étais en mode bon, d'accord, ok. Alors effectivement, déjà parce que toute la saison 1 installe la relation entre Joël et Ellie et que du coup dans cet épisode, ils s'adressent pas la parole, donc t'arrives, t'es un peu genre voilà. Moi, l'épisode 2.
dont j'attendais tout, qui est donc l'épisode de la mort de Joël, effectivement, dont je savais qu'elle allait arriver, mais spoiler, quand elle arrive dans le jeu, j'ai pleuré pendant 45 minutes. Là, j'ai à peine versé une larmiche et c'était vraiment pour Pedro, quoi. C'était même pas pour Joël. Et là, je me suis dit, on a un vrai problème sur la gestion des émotions. En fait, j'ai un peu peur que ils ont eu des reproches, les showrunners, dans la première saison, de la part des joueurs notamment. J'ai un peu peur que ça les ait influencés, puisque effectivement, c'est un jeu post-apocalyptique où il y a pas mal d'actions. Mais bon, c'est surtout un jeu de tension, en fait, The Last of Us. C'est beaucoup d'infiltration. L'idée, c'est de jamais rentrer en confrontation et de rentrer trop au combat. Mais bon, ça reste un jeu d'action, quoi. Et effectivement, dans la première saison, il y a pas tant d'action que ça. C'est-à-dire que on développe vraiment les relations interpersonnages. C'est vraiment ce qu'est pour moi aussi le jeu. C'est vraiment une intrigue qui est centrée autour de la relation des personnages et comment justement l'humain s'adapte et adapte ses relations sociales dans de telles conditions. Et là, les 2 premiers épisodes, pour moi, j'ai l'impression qu'ils ont pris toutes les remarques des gens qui étaient pas contents de la saison 1 et puis qui se sont dit, allez, on met tout dans les 2 premiers épisodes. Et du coup, ils ont mis action. Et notamment, l'épisode 2 où Joël meurt, ils diluent ça avec une attaque sur la ville de Jackson qui est, alors, honnêtement, c'est super bien filmé. Ça, on peut pas leur enlever au niveau des effets spéciaux. Ils ont un vrai savoir-faire d'action, de réalisation, sur les maquillages, notamment désinfectés, c'est impressionnant. Ça, le grand spectacle, il y est. Mais du coup, ils ont été dilués, cet épisode qui est censé être un épisode d'émotion, où on a besoin pour, justement, pleurer la mère de Joël, comprendre un petit peu quels sont les enjeux aussi pour Ellie. Ellie, on la voit à peine dans cet épisode. Et du coup, ça dilue totalement l'émotion qui était... Voilà. Et ensuite, effectivement, dans les épisodes 3, 4 et 5... franchement, il se passe pas grand-chose. Alors oui, elles partent en vengeance et tout. Moi, ce que j'attendais de cette saison, puisque le point de départ, effectivement, du deuxième jeu, c'est que Joël meurt, mais le deuxième jeu est super. Parce que, justement, de ce point de départ-là, on continue de travailler la psychologie des personnages en partant à interroger des dilemmes moraux. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour se venger et le personnage d'Abby, d'ailleurs, qui tue Joël, est un personnage super intéressant. Là, comme l'a dit Steph, on a le droit à un monologue de « Pourquoi j'ai perdu mon papa ?» Et du coup, mais en fait, on te donne toutes les clés pour un peu humaniser ce personnage et on te retire toute possibilité de dilemme moral. Le personnage d'Ellie, ça va un peu mieux sur la fin de saison. Et notamment, j'ai eu la chance de voir l'épisode 7, qui n'est pas encore sorti au moment où on enregistre. Mais là-dessus, ils arrivent à insuffler un dernier supplément d'âme, justement, en termes de dilemme à Ellie, mais pour le moment, jusque-là, c'était super plat. Pour moi, le seul épisode qui a sauvé de la saison, c'est vraiment l'épisode 6, comme disait Steph, qui est un épisode de flashback. Et encore, quand je dis à sauver, c'est à l'échelle de la saison, parce que pour moi, il est trop rushé, il va trop vite. Vraiment, on enquille les années. L'idée est bonne. Ouais, c'est ça, tout va trop vite. L'idée est bonne, mais en fait, ils ont fait un épisode de 60 minutes. Mais maintenant qu'ils ne sont plus contraints par justement des formats, le fait de faire un épisode de 30 minutes, on l'a vu avec Stranger Things, aucun épisode n'a le même temps. Là, ils auraient dû faire un épisode d'1h30 en fait. Et ils font un épisode de 60 minutes et du coup, tout va très vite. Donc effectivement, il y a des super belles scènes et qui sont les meilleures scènes de la saison. Mais honnêtement, c'est pas du tout à la hauteur. Et quand je vois que dans la saison 1, l'épisode de Bill et Frank, on avait tous pleuré pendant 40 minutes à la fin de l'épisode et que là, j'ai dû verser 2 larmes sur toute la saison, on a vraiment un problème, quoi. Allez, on est à 2 avis très négatifs. Émilie, à quel niveau était le larmomètre ? Quel est le verdict de cette saison 2 de The Last of Us pour toi ? Le verdict, c'est que je suis pas du tout d'accord avec les deux. Pour changer. Après, la différence, je pense, c'est que, je fantasme pas sur Pedro Pascal, c'est pas... Pardon Voilà. Pedro. Quoi ? Pedro Pascal. Je ne fantasme pas sur lui, je l'aime d'amour, mais je fantasme pas sur lui, pas plus que sur Bella Ramsey. Et je n'ai jamais joué au jeu. Donc moi, en fait, j'ai pris la série comme elle est. J'y suis pas allée parce que j'ai joué au jeu, ou j'y suis pas allée parce que j'avais envie de mater le petit cul de Pedro Pascal. Je n'ai jamais dit ça. Non, t'as dit que tu voulais qu'il soit ton père, ton frère, ta tante, tout. Ma famille, quoi. C'est la famille. Revenons à The Last of Us. Donc j'attendais effectivement beaucoup aussi de la saison 2. J'avais adoré la saison 1 et en plus je vis avec quelqu'un qui a joué au jeu, donc c'était assez intéressant à chaque fin d'épisode de confronter nos points de vue. Je veux juste revenir sur le monologue que vous avez toutes les deux, le monologue de Abby que vous avez toutes les deux à raison ou pas détesté. Je pense qu'ils l'ont mis là parce qu'en fait, visiblement dans le jeu, de ce qu'on m'expliquait, ce que tu m'as expliqué aussi Juliette, on ne l'apprend que plus tard. La raison pour laquelle Abby veut
veut tuer Joël. Je pense qu'ils l'ont mis là aussi pour une bonne raison, et ils ont eu raison, c'est parce que justement, sinon, les fans qui sont des gens tarés, je vous rappelle, l'auraient encore plus détesté. Là, aujourd'hui, l'actrice, elle se fait défoncer déjà simplement parce qu'elle a tué Joël. Si en plus, il n'y avait pas eu l'explication, je pense que ça aurait été pire. Alors, on n'écrit pas une série pour la répercussion dans la vie réelle. Le rôle, en plus, Caitlin Dever, qui par ailleurs est une super actrice et que j'ai eu la chance d'avoir en interview, est une fan du jeu. Elle y a joué avec son père pendant des années. Elle était fan du jeu. Quand elle prend le rôle d'Abby, elle sait. Enfin, je veux dire, c'est pas une nouvelle. C'est pas. Elle est pas le perdreau de l'année. Non, mais le savoir ou pas. On n'écrit pas un personnage pour être sûr que l'actrice n'ait pas de problème dans la vie. Le savoir et le vivre, c'est quand même pas la même chose. Franchement, enfin vraiment. Mais là, on parle de la qualité de la série. Ça n'empêche que moi, je parle du monologue et du coup, moi, en vrai, le monologue ne m'a pas gêné plus que ça. Au contraire, j'étais là, en fait, comme je ne savais pas qu'il allait mourir, j'étais là, non, elle va peut-être changer d'avis à un moment donné. Enfin bref, voilà. En plus, je revenais des 30 ans de mon petit frère où je m'étais éclatée. J'étais clairement pas prête pour cet épisode. Ouais, alors, et quelles sont pour toi les qualités de cette saison 2 du coup ? Alors, il y en a beaucoup. Déjà, mais déjà, moi, j'ai beaucoup pleuré. J'ai plus pleuré sur l'épisode 3 que sur l'épisode 2, sur les conséquences que ça a pour Ellie. Quand elle est avec la veste et tout, j'étais en larmes comme pas possible. Déjà, je trouve que visuellement, cette série est splendide. Les acteurs, ça joue, mais au-delà de bien. J'aime beaucoup l'évolution de Ellie, que contrairement à ce que disait Steph, en fait, moi, elle m'intéresse beaucoup. Le côté... oui, elle fait sa crise d'ado, mais en fait, après, tu découvres pourquoi. Tu découvres ce qui fait sa colère envers Joël. Et en vrai... On le sait déjà, ça, nous. Oui, hein ? On le sait déjà, nous, tu vois. Mais non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'histoire du mari de Gail, qui est une des raisons pour lesquelles... Oui, mais tu vois... moi, je trouve cette évolution super. J'aime beaucoup son couple avec la petite lesbienne, forcément. Vous me direz. Toute la thématique, effectivement, de la vengeance, quand elle part toutes les deux, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais tu trouves pas qu'elle passe trop vite d'un état d'esprit à l'autre ? Parce que tu peux pas en vouloir à Joël parce qu'il lui a sauvé la vie et il a tué des gens, voilà. Et après, en fait, en un claquement de secondes, c'est pas grave de tuer quelqu'un de sang-froid, en fait. Elle passe comme si elle avait pas vraiment de valeur, en vrai. Ça ne s'explique pas, ça va trop vite. Mais non, mais parce qu'il y a plein de choses qui se mêlent. Il y a aussi les regrets, le fait de... Enfin, tu vois, elle regrette d'avoir perdu du temps avec lui. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Elle est en deuil, et en même temps, elle est en deuil, et en même temps, elle est avec sa meuf. Enfin, tu vois, et elle est toute seule. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais moi, justement, pour moi, la saison 2, effectivement, l'idée, c'est d'explorer jusqu'où la vengeance est prête à te faire aussi ravaler tes valeurs et tout ce en quoi tu as toujours cru. Donc, t'as raison, c'est un thème qui est super intéressant et c'est ce que Ellie représente et c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, mon problème, c'est que ça va trop vite. On nous raconte, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de caser un maximum d'événements ou d'actions et de essayer de bien faire leur petit arrangement floral pour être sûr qu'il y a un peu de tout. Mais du coup, tout va trop vite. C'est pas... moi, j'avais plus l'impression de regarder une saison de The Walking Dead qu'une saison de The Last of Us. Et c'est pas ce que je viens chercher quand je vais... Enfin voilà, une série post-apocalyptique de zombies, on en a déjà 15 000. Là, je n'avais pas besoin qu'ils rognent sur toute la partie psychologique qui est vraiment la colonne vertébrale de The Last of Us. T'as raison, il y a les éléments, mais les éléments, ils sont posés, ils sont pas explorés, c'est mon problème. Mais t'as raison, ils sont là parce qu'ils ont quand même repris l'essence du jeu, ils ont repris des trucs un peu clés, des socles de base. Mais si tout va trop vite, ça n'a plus la même puissance. Donc t'as raison, c'est intéressant, ça reste une bonne série, mais c'est pas la série qui avait la puissance de la saison 1. Mais c'est en ça que je te disais que le fait de pas avoir joué au jeu, moi j'ai pas la même lecture parce que du coup je sais pas ce que je rate en fait. La différence c'est peut-être là justement. Ouais. Mais Stéphanie n'a pas joué au jeu. Oui, mais Stéphanie à l'origine elle voulait même pas regarder s'il y avait pas eu. Si elle adore les trucs post-apocalyptiques. J'adore les trucs post-apocalyptiques. Si ça avait pas été Pedro Pascal, elle l'aurait pas regardé. Si, j'aurais regardé bien sûr, mais en fait c'est juste que là j'ai l'impression effectivement ce que tu disais à mon avis c'est très juste, c'est qu'ils ont voulu faire plaisir aux fans et rectifier le tir de ce qu'ils aimaient pas et qui se posent la question est-ce que ça les fans vont comprendre ou est-ce que ça les fans vont aimer, mais on s'en fout en vrai. Tu fais pas une série que pour ce qui regarde. Non, les fans, ouais. Non, tu fais ta série parce que tu as une création, tu as une idée en tête, tu as un scénario, tu as des personnages auxquels tu tiens. Si ça accroche pas avec le public, tant pis, toi, t'as fait le personnage que tu voulais. Si tu commences à te dire, ah ouais, mais elle, il faut qu'on la rende un peu sympathique parce que sinon, ils vont pas l'aimer, sinon, elle va se faire insulter. On s'en sort plus en vrai. Et je pense que peut-être ça se ressent dans le fait qu'ils étaient moins libres dans cette saison 2 que dans la 1,
où il y avait beaucoup moins d'enjeux, Mais puisqu'on ouais. les attendait, mais C'est clair. moins. Et en plus, tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que quand je suis allée sur le tournage, justement, c'est la question qu'on leur a posée, c'est dans quelle mesure la réaction des fans à la saison 1, ça a influencé leur écriture de la saison 2. Et Craig Mazin, qui est le réalisateur de la série et qui a co-créé avec Neil Druckmann, qui est et le créateur du jeu et le co-créateur de la série, les deux m'ont dit, on a considéré qu'on n'en avait rien à faire des retours des fans. Donc moi, je suis partie de ce principe-là. Je me suis dit, mais génial, enfin des mecs qui n'en ont rien à foutre de des mecs qui s'excitent sur Twitter à dire gna 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 gna. Je me suis dit, c'est super. Et en fait, qu'ils me disent ça et que 6 mois plus tard, je découvre une saison où T'es c'est pas déçue. vrai, et bah, où en fait, mine de rien, ils se sont quand même, en tout cas, ou alors ça partait d'une autre intention, mais le résultat est le même. Et Et alors justement, Juliette, avant de passer à la suite de l'épisode, est-ce que tu as peut-être des petits éléments de coulisses que tu as pu glaner, que nous, qui ne sommes pas allés sur le tournage, ne pourrions pas deviner en regardant The Last of Us pas deviner, je sais pas, mais ouais, j'étais sur le tournage donc de l'épisode 5. Donc l'épisode 5, c'est évidemment le moment où Ellie et Dina arrivent vraiment au cœur de Seattle, et notamment dans cette scène dans une espèce d'entrepôt désaffecté où elles se font traquer par les nouveaux infectés qui ont été justement introduits dans la saison 2, qui ont la capacité de chasse. Ils sont flippants. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tout est fait en version réelle. C'est-à-dire que Craig Mazin m'expliquait que pour la saison 1, ils avaient utilisé beaucoup de post-prod, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de performeurs qui jouaient notamment les infectés, qui avaient les points verts sur le visage pendant les scènes, mais qui étaient maquillés de façon relativement basique, et que après toutes les extensions, tout le cordyceps, ça c'était rajouté en post-prod. Là, ils ont clairement upgradé le budget de la saison 2, et donc tout ça c'est fait en réel. Donc c'est vrai que tu vois, moi je me promène, je vais à ce qu'on appelle le catering, c'est l'espèce de cantine sur les tournages, pour demander une petite part de cake et un verre d'eau. Et puis alors là, tu te retrouves au milieu de 3 infectés qui ont vraiment, tu vois, toutes les excroissances, mais vraiment, c'est les vrais, quoi. Ouais. Et à un moment donné, ils nous font, entre 2 prises, ils nous font visiter le plateau, et je me retrouve nez à nez avec un buste et des entrailles. Et en fait, tout ça, vraiment, ils le rajoutent pas, quoi. Il y a rien de faux. Et en l'occurrence, dans cette scène qu'on voit, il y a vraiment 11 trackers qui agressent vraiment les 2 actrices. Donc tout ça, c'est pas de l'effet de montage, elles le vivent vraiment. Et bon, les mecs, ils sont là depuis longtemps, parce que en fait, ils sont 11 performeurs. Ça veut dire qu'il y a 22 maquilleuses qui ont mis 6 heures à les maquiller avant qu'ils commencent à shooter. Donc les journées sont longues, mais honnêtement, ça vaut le coup, quoi. C'est fou. Et à l'image, ça rend dingue. La qualité visuelle, on voit la en tout cas, différence. Ouais. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance, comme Juliette, d'aller sur le tournage, sur Max, il y a les making-of qui sont vraiment très sympas, qui durent 1 à 2 minutes pour chaque épisode, et où on t'explique tout ça et tout ça. Ils sont vraiment, vraiment bien foutus. Voilà. Et The Last of Us ne va pas s'arrêter si tôt, puisque la série a déjà été renouvelée pour une saison 3, bonne nouvelle ou pas, je vous laisse en juger. Et peut-être même au-delà, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait continuer. Ouais, effectivement, ils avaient, en fait, quand ils ont renouvelé après la saison 1, ils ont tout de suite dit, on fait les saisons 2 et 3 puisqu'on adaptera le 2e jeu. Et c'est vrai que le 2e jeu est beaucoup plus dense que le premier. Donc ils avaient tout de suite dit, il nous faudra 2 saisons pour le faire. Bon, plus la saison avançait, plus moi j'étais en train de me dire ça va être court pour faire tout ça, mais en tout cas ils ont toujours dit on a écrit les 2 saisons ensemble justement pour pouvoir conclure. Et Craig Mazin vient de semer le trouble, puisqu'il vient de dire que en fait probablement qu'on n'aura pas réussi à boucler l'intrigue fin de la saison 3, et que si Max est sympa, ils s'en rendront compte et ils nous donneront une 4e. Donc voilà, en tout cas du coup ça leur donne 2 fois plus d'opportunités pour redresser la barre. Merci beaucoup Stéphanie. Merci beaucoup. Et il est l'heure de passer notre traditionnel coup de fil à un ami. Il est l'heure de jouer, comme chaque mois, avec notre jeu L'appel à un ami. On a demandé de l'aide à ChatGPT pour imaginer des titres alternatifs, des ressemblances ou encore des résumés what the fuck. On commence avec les titres alternatifs. Pour le meilleur et l'infini. Ça commence bien. Pour toujours. Non. Pour le meilleur et l'infini, c'est un truc sur l'espace, non? Buzz l'éclair. Non, pas du c'est tout. pas Murderbot? Non, J'en sais rien, ça parle pas du tout de... Je vais balancer les trucs comme ça, je vais me le noter, Murderbot. Ça parle d'amour. Pour le meilleur et l'infini. Ah, c'est pas le truc
C'est pas que j'ai adoré là. Avec le rabbin. Alors, c'est pas encore sorti à l'heure où nous enregistrons. Pour le meilleur et l'infini. C'est vrai qu'il parle d'amour et qui n'est pas encore sorti. Ça parle de noces. De... Hein Wedding, quelque chose. C'est un film ou une série? C'est un film. Ah oui, Un mariage sans fin. Un mariage sans fin avec Qu'est-ce que Tarek c'est Boudali qui sort le 30 mai sur Prime Video. C'est le remake d'un film que tu as beaucoup aimé, je crois, Marc. Tout à Palm fait. Springs avec Alors, Chrissy Milioti et Andy Samberg. Exactement, Chrissy Milioti, Andy Samberg. Je vous conseille fortement Palm Springs sur Prime Video. Ah, ça c'est bien, oui, ça, Ouais. ça c'est très bien. Et bah là, Excellente c'est le comédie de remake. boucle temporelle. Et effectivement, il y a un remake donc, avec Tarek Boudali et Camille Rowe. Je n'ai pas vu. Les premiers échos que j'ai eus ne sont pas très bons. Donc, voilà. Allez voir Palm Springs. Et puis, éventuellement, si vous avez adoré Palm Springs et que vous avez envie de revoir le même film, vous pouvez enchaîner. En fait, vous pouvez faire une boucle temporelle avec les deux films. Voilà. Donc, vous avez l'impression d'être toujours dans le même film. Non, mais Palm Springs, c'est vraiment super. C'est très drôle, inventif. Et les personnages sont pour le coup super attachants. Et voilà. Alors, next, Requiem après l'apocalypse. Et non, ce n'est pas The Last of Us. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Murderbot? Non. Dead City. Il y a une volée à chaque fois, mais non, bot. Walking Dead, Dead City, ouais. Non. Ah non, c'est ce que tu as dit. Ouais, je sais ce que je Ouais. viens de dire, mais c'est pas ça. Pardon. Requiem après. Après l'apocalypse. Requiem après. Fallout. Oui, Fallout. Oh Un point pour Juliette, qui est renouvelée pour une saison 3 sur Prime Video, avant même la sortie de la saison 2 qui arrivera en décembre. Bon, Juliette, je ne demande pas si tu es excitée par cette nouvelle. Non, me demande pas, parce que je serai devant et puis je serai au taquet. Et oui, moi j'avais bien aimé aussi la saison 1. Alors, la source de jouvence. Fountain of Youth. Trop facile en Ouais, fait. c'est pas C'était facile. quasiment une traduction. Mais c'est quoi Fountain of Excusez-moi. Youth. C'est quoi Elle va tous nous ces trucs refaire son. C'est un film. Elle va nous refaire son moment de pleurade de. Totalement. Laissez-moi un point, s'il vous plaît. Fountain of Youth, c'est un film avec Nathalie Portman. C'est pour ça que Marc l'avait bien en sur tête. Apple TV+. Voilà, effectivement, je te demande pas si tu vas regarder. Évidemment. Est-ce que Nathalie Portman, c'est ton Pedro Pascal? À mon avis, pas loin, ouais. En Pas moins loin. poilu quand même. Et Nathalie Portman, elle a été annoncée cette semaine au casting de la prochaine comédie romantique de Lena Dunham sur Netflix, Good Sex, avec un acteur que j'adore, Mark Ruffalo. J'aime Beau pas casting, ouais, Nathalie j'avoue. Ouais, beau casting. Tu l'as déjà dit, Émilie. Je le N'en retire. n'en parlons plus. Alors, au cœur du trafic. Non, mais vraiment, je comprends pas ce qui se passe. Task. Hmm Task. Non, Ah, c'est pas le truc avec Stallone? non plus. C'est Fubard dont tu parles. Oui. Oui, Schwarzenegger, du coup. Ah bah oui. L'autre. T'as raison, hein, viens, on remplace ah non, un c'est autre. Tulsa King avec Ah non, Ah, Tulsa King. ouais, voilà. avec Non, mais je Stallone. pensais à Fubar. Ah bah oui, C'est ça. français. Tu- Allez, Oui, c'est joli dans ton français. esprit. Pardon, excusez-moi. Balle Bonjour. perdue. 3. Non, C'est quoi, comment tu... je dis c'est français. Non, c'était quoi le nom? Au cœur du trafic. Au cœur Au du trafic. cœur du trafic. Ah, c'est pas le truc avec... Si, c'est le truc avec... Ah, merde. Plaine orientale. Au cœur du trafic. Cœur noir. Je crois- Voilà. Je crois qu'elle c'était essaie pas de nous le dire truc quelque avec- chose. Cœur noir dont la saison 2 a démarré sur Prime Video avant la diffusion sur France 2 plus tard dans l'année. J'ai aucun point. Et on en est qu'à effectivement. le cinquième C'est ce jeu. qu'on constate, Émilie également. Mais celui-ci devrait être facile. Écossais, mon amour, les origines. Outlander, Blood of My Blood. Non, oui, il l'a dit avant moi. C'est un truc de rapidité, là. Oui, Outlander, Blood of My Blood, le spin-off d'Outlander qui va démarrer sur la chaîne Stars aux États-Unis le 8 août. Et comme Téléloisirs vous l'a annoncé en exclusivité il y a quelques semaines, en France, ce sera sur Max qu'il faudra se rendre. Et oui, le spin-off ne sera pas diffusé sur Netflix, contrairement à Outlander, justement. J'aurais dû me le noter, Outlander. Je sais pas pourquoi. Mais J'en parle pas à partir si du moment où c'est Laurence qui anime, Mais il c'est faut pour ça. toujours que tu as Outlander dans Mais ta oui, je suis besace. con. hein. Bon, il y a personne moi, qui j'ai est noté autour la de cette défense table. Apparemment, il y a Lincoln, personne qui va regarder, c'est ça Pardon À part moi, il y a personne qui va regarder autour de cette Alors, table. non. Voilà. Bah, après, c'est un préquel. C'est un préquel. Ah, je peux me laisser tenter, franchement, parce que moi, honnêtement, Outlander, j'avais réessayé l'été dernier, mais bon, il y a trop de saisons, quoi. Mais du coup, vu que là, il n'y a qu'une saison Tu et que c'est un repars de préquel, zéro. bah voilà, mais tu vois, je peux me laisser tenter. Hein. Parce qu'on n'est pas à l'abri que Laurence nous fasse un débat. Outlander, Blood Ah, of bah, My c'est Blood clair. à la Bah, elle va rentrée. faire un débat avec elle-même. Hein, parce que- Elle va faire pas comme de débat. Stéphanie, elle va avoir une conversation avec elle-même. C'est le nouveau concept de Super Stream. Allez, le dernier des titres alternatifs, casqué mais pas calmé. J'aime beaucoup celui-là. Murderbot. Toujours pas. Toujours pas. Casqué, mais pas calmé. Ouais. Balle perdue. Non. C'est une série. C'est une série américaine qui est disponible sur Disney+. Casqué, mais pas calmé. Une série américaine. Good disponible. American Family Non. ça n'a rien à voir. À la base, c'est pas une Andorre. série de streaming, mais Non. elle est Non. disponible en France sur Disney+. Ah, Tu nous aides pas du tout. Un 911.
Ah, Station c'est Zero. qui? Non. Alors, deuxième titre alternatif, Force d'élite. SWAT. Oh. Oh, chez Marmour. Exactement, SWAT qui vient de se terminer. Mais pas de panique, si vous êtes fan de chez Marmour, il revient parce qu'il va reprendre son rôle dans un spin-off, SWAT Exiles. Alors, je ne résiste pas, une fois n'est pas coutume, à l'envie de vous lire le scénario de ce spin-off de SWAT. Régale-nous, Laurence. Ce n'est donc pas du chat que GPT. j'ai traduit mais qui n'est pas écrit par ChatGPT. Effectivement, c'est le vrai scénario. Lorsqu'une mission à haut risque dérape, Hondo, donc le personnage de chez Marmour, est forcé de sortir de sa retraite pour mener une unité expérimentale de la dernière chance pour le SWAT composée de jeunes recrues imprévisibles. Hondo va devoir faire le lien entre ce fossé des générations, ce clash de personnalités et transformer une équipe d'outsiders en un groupe capable de protéger la ville et sauver l'unité qui a fait de lui ce qu'il est. Mais c'est dingue. Non, mais- ChatGPT n'aurait pas dit mieux. Moi, ce que je comprends pas, c'est le concept de on arrête la série, mais tout de suite on enchaîne sur un spin-off qui va être encore plus nul. Ne préjugeons pas. Oui, bah. Alors, on passe aux ressemblances. On cherche un personnage qui, selon ChatGPT, ressemble à Fantomas, Robin des Bois et Belphégor. Arsène Lupin. Catwoman. Belphégor. Non, Arsène Lupin. Oui. C'est l'un ou l'autre. hein. Lupin donc, qui reviendra pour une saison 4 sur Netflix. C'était, elle a mis du temps à être officialisée, cette saison 4 avec Omar Sy, mais ça y est, il va revenir. On en pense quoi de ce retour de Lupin? Et il y a- Moi, j'ai jamais regardé Lupin. Donc... Non, moi je suis contente. En plus, il y a Théo Christine dedans, Ouais. de ce que j'ai vu. Et j'aime beaucoup Théo Christine. Je trouve que c'est un super acteur et j'ai très envie qu'il explose. Enfin, dans le sens. On lui le souhaite sens le meilleur. figuré, bien évidemment. Santé, bonheur, Théo. Moi, j'ai hein. abandonné, j'avoue, j'ai abandonné Lupin en cours de route parce que j'en ai eu un peu marre. Mais peut-être, effectivement, tu as raison, Théo Christine, c'est un super acteur. Mm. À voir, pourquoi pas reprendre la saison 4. Mais j'avoue que moi, la première saison, j'avais bien aimé. Et après, j'avais trouvé que ça tournait en rond, que c'était un peu. Ça devenait un peu n'importe quoi au niveau des scripts. Et voilà. Donc, et puis, ça devenait un peu trop une série française à l'international et il y avait plus de. Je trouvais que c'était un C'est peu une lissé, vitrine, quoi. C'est vraiment Ça une manquait de vitrine, baguettes. quand même, Lupin. Ouais, c'est ça, ça manquait de baguette. Non, mais c'était très lissé, ouais. Pourtant, ça s'appelle Lupin. Oh, 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 oh. Ah, Allez, ça hop. y est, je l'ai. Ça y est, J'ai c'est mis bon, du vous temps, l'avez mais je l'ai. Non, je l'ai pas encore. Lupin, les Ah, baguettes. la baguette. voilà. On l'a pas eux. On recherche un personnage qui ressemble à Misty Knight. Petite aide, c'est un personnage qu'on a vu dans Luke Cage. Clarice Starling du Silence des Agneaux et Véronique Amars, la détective. Alors, c'est le film, c'est un truc français. Pas du tout. Alors, Misty Knight, Clarice Clarice Starling Starling et Véronique Amars. et Véronique Am. Ah, Buffy. Non. Ah, ça aurait C'est pu. du coup, c'est une enquêtrice ou- Mhm. Ouais. C'est pas le. Enquêtrice du style de Véronique Amars. D'accord. C'est pas le truc avec Udo Azuba. Non. Ah oui, la résidence. Ouais. Non. Ah oui. Pas J'allais mal dire la essayé. diplomate, mais je savais que c'était une connerie. C'est un personnage qu'on est plusieurs à bien aimer, je crois, autour de cette table. Et qui va arriver dans une... qui va revenir. Ah, Jessica Jones. Jessica, je vous donne tout là. Ah, Ça on te dérange de adore. participer, Émilie, par contre? Oui, enfin avec le nombre d'indices que je vous donne. Ouais, bah ouais, Ouais. c'est ça. Te la raconte pas trop parce que je suis désolée. Et alors, Cœur Juliette noir, cœur. Juliette, ça va. hein. pourquoi on parle de Jessica Jones? Dis-nous tout. Parce qu'elle sera dans la prochaine saison. Alors, moi je sais. Prochaine saison de Daredevil, qui a été déjà, Daredevil, Born Born Again, Again, ouais. qui a déjà été renouvelé pour une saison 2. Et donc, sur les séries originales de Netflix, il faisait partie donc, du même univers, effectivement, notamment avec Luke Cage. Et donc, du coup, elle revient enfin. Et toujours interprétée par Kristen Ritter. Moi, Jessica Jones, j'avoue, Qu'on adore. j'avais adoré la série sur Netflix. Donc, et puis, je me dis, ça peut aussi annoncer derrière peut-être un retour de la série. Ce serait tant que tel, génial. quoi. Ce serait génial. Vraiment. Un Jessica Jones Born Again. Si vous l'avez pas vu, regardez. C'est toujours sur Netflix. Alors, on cherche une actrice qui ressemble à Mila Kunis. Je crois pas. Je crois pas. Mm. Elles- Ah bah, non, c'est- elles It sont- is on Disney+. Oui, bah, Non, non, c'est parti. bah, c'est quelque part. Cherchez. Elles sont Allez sur- sur Just Watch. Elles sont sur Disney+, non? Sur Disney+, Oui, je c'est crois. ça. On cherche donc une actrice qui ressemble à Mila Kunis, Emily Blunt et Jessica Alba. Christine Milioti. Non. Ouais, ça aurait pu. Donc, attends, Emily Blunt. Murderbot. C'est le nouveau de Méthode Lincoln. Mila On cherche une actrice, Emily. Emily Donc, Blunt une et brune. Jessica Alba. A priori, elle est brune. Jessica Biel. Ah, tu vas vérifier Oui. Oh, Oh. joli.
Jessica Biel, tout à fait. Moi, je sais pas, je dis Biel, mais... Moi, je suis une bonne française, alors je dis Biel. Moi, je dis rien, j'en ai marre, je vais m'en aller. Qui va revenir dans la série Better Sister le 29 mai sur Prime Video. Et double actu, elle vient d'annoncer, c'est peut-être pas totalement officiel, mais en tout cas, il semblerait qu'elle soit en train de travailler sur un retour de 7 à la maison, où là, elle serait productrice du projet. Donc, super. Non mais autant Better Sister oui, autant c'était à la maison, est-ce qu'on a vraiment besoin? Franchement, si Happy revient, moi je suis contente. Oui. Happy qui était le chien, on est d'accord, voilà. Je sais même pas quoi répondre. Happy Un 9. spin-off sur le chien. Ah oui, j'avais compris Happy. Surtout que pour Happy l'instant, Neuf, ouais, les seuls détails qu'on a autour de ce projet, c'est qu'il y aurait aucun des acteurs originaux qui reviendrait pour le moment. Oh, c'est étonnant, dis donc. Ouais. Le père, il revient pas. Ah bah je comprends pas. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je ne sais pas. Oh, mais c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, c'est à la maison, c'était un peu la dernière qui avait pas eu son reboot, quoi. Ouais, mais en même temps, est-ce que c'est pas la plus compliquée à refaire? Parce que quand même, c'était une famille de révérends et tout. Est-ce que c'est pas un peu plus... Bah, ils refont la petite maison à la prairie, donc... Oui, non, mais... Oui. Un peu moins chargé à ce niveau-là, quand même, maison à la prairie. Alors, on cherche une série qui ressemble à Sanditon, The Gilded Age et Downton Abbey. Bridgerton. Oui, j'ai un point. C'est le premier point d'Émilie. J'ai un point avec Bridgerton. Alors que j'allais dire Buccaneers, tu vois. Et bah, même pas. Bah non. Bridgerton qui vient d'être renouvelé pour des saisons 5 et 6 sur Netflix. Voilà, 2 saisons supplémentaires d'un coup, alors que la saison 4 n'est pas encore sortie et qu'elle devrait sortir en 2026, a priori. Mais on sait déjà que la série va continuer. Voilà. C'est pas une grande surprise parce qu'on savait que Netflix n'allait pas lâcher de sitôt sa poule d'or. Je suis étonnée qu'ils aient pas annoncé les 7 et 8. Quoi. Oui, il y a 8 enfants Bridgerton, faisons un prix de gros. On sait qu'on va les voir de toute façon. Voilà. Donc on va pouvoir se régaler pendant encore quelques saisons. Et Netflix était dans une vague de renouvellement là, ces derniers temps, puisqu'elle a aussi annoncé la saison 4 de La Diplomate. Une saison 3 pour Ma vie avec les Walter Boys. Tu nous l'as pas encore sorti, celui-là, Émilie, comme titre? Non, je suis sur Murderbot. Et des saisons 2, comme on en parlait tout à l'heure pour les 4 saisons, et aussi pour Toujours, qui vient également de sortir là, il y a quelques semaines. On passe à la dernière catégorie, les résumés alternatifs. J'ai un point, ça va, j'ai sauvé l'honneur. Alors, une famille de fous, un génie malgré lui et 0 temps mort. Cette série est la preuve vivante que le chaos est une activité à temps plein. Malcolm. Ah oui, bah oui. Juliette est un fire. C'est quand tes prochaines vacances? Ah bah pas tout de suite du coup. C'est vrai que c'est pas la semaine dernière, le mois dernier que t'as gagné, toi. Bah parce qu'elle était pas là. Malcolm qui reviendra effectivement pour une suite événementielle dont on avait déjà parlé ici, mais Frankie Muniz vient d'annoncer que le tournage venait de se terminer. Oui. Donc on a hâte de découvrir ces nouveaux épisodes, ou pas? Non, je te vois. On l'avait dit, je crois, en fait, on avait fait j'y crois pas, je crois qu'on était moyen. Mais parce qu'en fait, quand t'as un truc qui est parfait, tu sais, c'est comme malgré le fait que j'aime plus que tout Friends, je suis pas sûre que je serais pour une suite en fait. Donc, même constat pour Malcolm. Après, c'est pas beaucoup d'épisodes, c'est ça? Oui, c'est vraiment très short. Donc à la limite, c'est ce qu'on disait, je crois, la dernière fois, c'est bon pour 4-5 épisodes. C'est ça. Le plaisir un peu nostalgique de retrouver les acteurs en plus. Et le compte en banque des acteurs. Oui, eux, c'est leur plaisir, oui, c'est clair. Non, mais voilà, moi j'étais plutôt client si c'était effectivement sur une courte durée, avec les acteurs de l'époque, avec un côté un peu, j'imagine, clin d'œil, tout ça. Pourquoi pas un plaisir un peu régressif, mais pas plus que ça, quoi. Bon, je crois que l'acteur qui joue Dewey n'est pas de retour. Ouais. Alors, donc moi j'avais dit s'il n'y a pas Dewey, il n'y a pas Juju. Ils sont tous de retour, sauf lui, effectivement. C'est vrai. Donc il n'y aura pas Juju. Il n'y aura pas Juju. Il n'y a pas Dewey, il n'y a pas Juju, j'avais oublié, t'avais dit ça. Comme un retour en enfance, sauf que ton clown d'anniversaire veut littéralement te bouffer. Enfin, Derry. Ouais. Allez, ah bah j'ai pas le nom, désolé. Comment ça s'appelle cette série préquelle? Machin. Ça date d'hier. Bienvenue à Derry, effectivement, qui est la série préquelle de ça, dont HBO Max vient de dévoiler la bonne annonce et ça fait déjà bien flipper. Ce sera cet automne. Ouais. Vous serez devant? Oui. Voilà. Peut-être, mais je trouve qu'ils ont ils ont quand même un peu essoré la franchise, ça, avec les films, tout ça. Peut-être, je sais pas. Voir ce que la série. C'est quoi? C'est un préquel? C'est un préquel, ouais. Donc t'es d'accord pour Malcolm, mais pas pour It? Ouais, bah ouais, tu vois, je suis étonnant. Hein. Bah non, mais là, je me dis qu'on va partir pour 4 saisons encore. Ça va, tu vois, ça va attirer le truc au maximum parce que c'est une poule aux œufs d'or aussi. Vraiment, ça t'a marqué les 4 saisons. Traumatisme. C'est vrai, c'est un traumatisme. Donc voilà. Mais en soi, c'est sans doute plus intéressant, effectivement. Mais... Alors, quand une babysitter disparaît et que les voisins riches découvrent que leurs secrets sont plus sales que leurs papiers hors de prix. Secret We Keep, effectivement. Ah, j'ai commencé.
Et moi, j'ai fini. C'est super. On passe à la suite. Ah, c'est bon. Du coup, à toi d'en parler, parce que moi, j'ai juste commencé. Mais moi, j'ai regardé cette série danoise, effectivement, thriller aux accents d'adolescence, n'est-ce pas, Marc? Tout à fait. Ce qui voulait pas Quelqu'un me l'a dit, croire, en tout qui voulait pas me croire, mais si, il y a quand même un lien. Que on vous laisse découvrir justement. Émilie, tu découvriras au bout de la série. Je te dirai quand j'aurai fini. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, moins passionné que certaines séries policières ou thrillers que Netflix a pu faire précédemment, mais c'est assez intéressant quand même dans le côté exploration de familles huppées du Danemark qui font appel à des jeunes filles au pair issues des Philippines pour s'occuper de leurs enfants. Il y a un côté un peu, on peut pas s'empêcher de juger quelque part. Je trouve que le spectateur est un peu mis dans cette position-là. On explore 2 cas de figure différentes avec ces deux familles. Voilà, la série est numéro 1 sur Netflix depuis sa sortie. Alors toujours à l'heure où nous enregistrons, elle avait même réussi en fait l'exploit de déloger Astérix et Obélix enfin de sa place de numéro 1. Pas enfin. Mais non, mais Astérix a passé énormément de temps en haut du top Netflix. Ce qui était très bon pour nos stats. Voilà. Donc, je suis très contente. On va pas se cacher. Et du coup, c'est Secret Squeaky qui étonnamment est passé numéro 1 du top 10 de Netflix voilà, pendant déjà plusieurs semaines. Alors que c'est 2 salles d'ambiance quand même. Totalement. Ouais. Moi, j'aurais plutôt parié sur la série Legado espagnole, mais visiblement, voilà, je me suis trompée. Eh bien, on arrive au bout de ce jeu. On va faire les points, mais là, je crois que c'est clair et net. C'est pour Juliette. Bravo Juliette pour ton grand retour. Merci. Et après ce grand moment de divertissement, on va passer en mode espion pour notre deuxième partie prix du mois. Si je vous dis Malotru, Moule à gaufre et Socrate, vous me répondez Le Bureau des légendes. La série française de Canal+, diffusée pendant 5 saisons entre 2015 et 2020, créée par Éric Rochant et qui raconte effectivement les coulisses de ce bureau qui gère les agents clandestins de la DGSE en mission à l'étranger. Alors que le remake américain de The Agency vient tout juste de démarrer sur Canal+, notre journaliste Émilie Léonie a eu envie de clamer son amour pour cette série qui est, selon elle, la meilleure série française de l'histoire. Bonjour Émilie. Bonjour à tous, bonjour. En tout cas, l'une des meilleures séries que j'ai pu voir française. Alors, je vais peut-être pas me faire des copains, peut-être même autour de cette table, mais moi, les Jason Bourne, les James Bond, les Ethan Hawke, je les ai toujours trouvés un petit peu surfaits, pardon. Et sur frais aussi. Et sur frais. Ethan Hawke, on l'a vu à Cannes, là, il est un peu moins frais maintenant. Et encore davantage, donc, comme tu disais, depuis 2015, où j'ai fait la connaissance d'un certain Malotru et ses petits camarades espions du bien nommé Bureau des légendes. Ça a été une claque, une pépite, une révolution personnelle et en termes aussi de séries d'espionnage. 5 saisons d'une plongée pour moi, voilà, saisissante dans les coulisses du renseignement français. Moi, j'en avais jamais vu d'autres. Signé Éric Rochant. Moi, pourquoi pour moi c'est une des meilleures séries, une série mémorable. Son réalisme, déjà, inquiétant et redoutable à la fois, et sa haute crédibilité, puisque c'est même le New York Times qui l'a dit, la crédibilité. Parce qu'en plus, voilà, quand on s'intéresse un peu à la série, on voit que Rochant, il a pu pénétrer l'antre de la vraie DGSE, rencontrer des espions, des hauts dirigeants, Kassovitz aussi, qui incarne Malotru, et Jean-Pierre Daroussin aussi. Donc, voilà, immersion totale, et donc ça se ressent véritablement à l'écran. Son atmosphère aussi, alors ouais, ça défouraille pas à tous les coins de rue. Le rythme est même un peu... pas lent, mais on va dire mesuré. Et je trouve que c'en est que plus addictif. En tout cas, moi, ça m'a, j'ai binge-watché, comme beaucoup de gens. Ce qui m'a plu aussi beaucoup, c'est la profondeur. C'est la profondeur dans les intrigues qui se jouent, dans les enjeux politiques qui se nouent, et aussi le fait que on s'attache énormément, et dans ce qui se joue dans les personnages, on développe une véritable affection et empathie pour les personnages, pour ce qui vivent dans l'intimité, dans le perso, oui. Et ça, c'est aussi, je trouve qu'il a réussi à en faire quelque chose d'émouvant au-delà de la série. Et puis, bien évidemment, le casting au cordeau de tout ça. J'ai dit, voilà, Kassovitz, Daroussin, Florence Loirecaille,
Jonathan Zakaï que je découvrais. Je ne l'avais jamais vu et que j'ai beaucoup aimé. Donc oui, pour moi, Le Bureau des légendes, une série à la fois intelligente, exigeante aussi, parce qu'il faut pas non plus, c'est pas le truc, tu mets, hop, je vais me faire un petit épisode. Non, c'est vraiment, il faut que tu prennes le temps pour savourer et être dedans. Finement écrit, pour moi, c'est une des meilleures séries françaises, et je vais dire dans mon top 3 des séries de Canal avec Engrenage et Baron Noir, je crois. Et la preuve, comme tu me disais, c'est que ça a fêté ses 10 ans, ça fête ses 10 ans cette année, et il y a même ce remake avec ce qui peut être j'ai l'impression que c'est la thématique, mon Pedro Pascal à moi, Michael Fassbender, qui reprend le rôle qu'incarnait Kassovitz dans la version française, donc The Agency, et Richard Gere, bien sûr. Et alors, effectivement, tu parlais du New York Times tout à l'heure. Le New York Times est d'accord avec toi, puisqu'en décembre 2019, ils ont classé Le Bureau des légendes en 3e position de leur liste des 30 meilleures séries étrangères de la décennie. Et Le Bureau des légendes, c'est aussi une série française qui a fait date dans la manière de faire les séries en France, puisque avant ça, on n'avait jamais vraiment eu de showrunner en France, avant Éric Rochant. Le concept aussi de writer's room, de salle des scénaristes comme ça, pour écrire le plus vite possible, pour avoir une saison par an, c'est vraiment cette série aussi qui l'a instituée. Et c'est aussi l'une des séries françaises les plus vendues dans le monde, à peu près dans 120 pays, je crois. Ouais. Alors, on va donner la parole à Marc. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec Émilie est-ce que Le Bureau des légendes est la meilleure série française pour toi? Alors, je sais pas, parce qu'effectivement, tu as cité Engrenage, et je pense que ça se joue un peu entre les deux, parce que Engrenage arrive avant, Engrenage a duré plus longtemps, et s'est arrêté à un moment, est revenu. Moi, j'étais plus sensible à Engrenage qu'au Bureau des légendes, mais après, je suis d'accord avec Émilie sur à peu près tout. C'est-à-dire qu'en gros, c'est extrêmement bien écrit, ce rythme effectivement très particulier, qui n'était pas vraiment habituel à l'époque dans les séries françaises notamment. Le casting, l'approche très réaliste et très documentée du métier d'espion. Et c'est là où il y a un peu un parallèle avec Engrenage, parce qu'Engrenage, il y a aussi ce côté comme ça très documenté par rapport au système judiciaire. Les va-et-vient entre la vie privée et la vie professionnelle, et comment ça les deux comme ça se connectent. Moi, j'étais plus sensible personnellement à Engrenage, mais j'ai pas grand-chose à dire. Effectivement, Le Bureau des légendes, c'est super bien. Et je trouve ça chouette que finalement The Agency remette aussi un peu l'éclairage sur cette série. J'ai l'impression que Le Bureau des légendes, on en parlait un petit peu moins ces derniers temps. J'ai l'impression qu'il y a eu un héritage qui a pris un peu de temps à arriver. C'est marrant parce que c'était une série qui revenait dans le top de Canal+, sur la plateforme MyCanal, qui revient régulièrement. Ah oui. Bien avant The Agency, il y a plusieurs mois, The Bureau des légendes apparaissait comme ça dans les séries les plus vues du moment. Émilie, l'autre Émilie de la table. Émilie, elle a oublié de te préciser qu'elle n'a jamais regardé Le Bureau des légendes. Ah, et bah écoute. Voilà. Non, j'ai jamais regardé, je suis totalement passée à côté. Et pourtant, c'est pas faute d'en entendre le plus grand bien possible, et y compris à l'international. Je sais, en fait, moi, ce que j'aime dans Le Bureau des légendes, que je n'ai pas vu encore une fois, mais c'est vraiment le truc de se dire, oui, la France, en fait, j'ai l'impression que c'était la première fois qu'on disait, la France sait faire des bonnes séries. On n'a pas que Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis, très clairement. Il y a certains acteurs que j'aime moyennement dans Le Bureau des légendes, et je pense que c'est ça qui fait que j'y suis jamais allée. Mais ouais, de voir une série française dans le classement du New York Times, moi qui suis très chauvine, ça me fait toujours bien plaisir. Ouais. Juliette, toi qui l'as revue il y a pas si longtemps que ça, je crois. Ouais, moi c'est une série que j'ai vue 3 fois, je pense, en tout. Donc, de toute évidence, je suis de l'avis d'Émilie. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures séries françaises de tous les temps. Je vais pas répéter ce qu'elle a dit sur le réalisme et la documentation, qui est vraiment, moi, ce qui, au tout début, en tout cas, m'a vraiment attrapée. J'avais vraiment l'impression de rentrer dans un univers qui m'était totalement inaccessible. Et ça avait vraiment quelque chose d'hypnotisant, quoi. Ils ont un sens du détail qui est assez dingue. Et donc, justement, moi, quand tu disais c'est exigeant pour regarder sur les décors, etc. Parce que quand tu regardes, ils n'ont pas eu le droit, ils ont pu y aller. Mais le chef déco, il a tout fait de tête parce qu'il est interdit de prendre des clichés, des photos, de faire des croquis sur place. Donc il y a un côté fantasme, en fait. Quand oui, exactement. C'est complètement ça. Et puis même, tu vois, toutes ces micro-techniques qu'ils ont, qu'ils expliquent chacun. Voilà, moi, je trouve que ça a quelque chose d'hypnotisant. Tu peux pas détourner le regard parce que justement, tu as peur de louper un truc. Donc voilà. Et puis, alors moi, je suis très friande de séries sur la géopolitique et tout. Et là-dedans, ils sont très forts parce que, en fait, tu as l'impression que ça...
que tu pourrais le montrer à quelqu'un qui révise le bac et que ça l'aiderait, tu vois, à comprendre exactement les enjeux. Donc moi, ça m'a fascinée. Moi, je découvrais pour le coup Florence Loirecaille et dont depuis, j'ai jamais réussi à me départir. Je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures actrices françaises qu'on voit pas assez, mais en même temps, je pense qu'on la voit pas assez parce que c'est quelqu'un qui choisit vraiment ses projets aussi. Je pense qu'elle veut pas aller jouer tout et n'importe quoi sur la base de la popularité que lui a apporté la série. Et moi, je trouve ça assez intelligent, le fait aussi qu'elle se raréfie, quoi. Donc voilà. Et puis moi, j'adore Sarah Giraudot, voilà, notre petite sismologue. Et d'ailleurs, je trouve que toute la partie en Iran, justement, elle est assez dingue, quoi, parce que c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on ne peut que imaginer. Et puis là, on a l'impression d'y être. Et puis on se dit, c'est fou comment quelqu'un peut simuler le fait d'être sismologue. En fait, elle le simule pas vraiment, évidemment. Elle a fait les études pour. Ouais. Mais enfin, il y a tout un truc comme ça de mise en abîme sur mise en abîme qui est super chouette, quoi. Et puis, ce que j'ai trouvé fort aussi, c'est qu'ils ont réussi à tenir sur la durée. C'est-à-dire que moi, on parlait tout à l'heure de la déception de la saison 2 de The Last of Us, mais en fait, moi, Bureau des légendes, de saison en saison, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai équilibre sur le niveau de la série, sur sa qualité et sa puissance. Et puis, et puis surtout, on a découvert Artus en acteur, j'avais oublié, en très, très bon acteur dramatique, quoi. Enfin, moi, Artus, dans le Bureau des légendes, je le trouve formidable, quoi. Donc... Alors, on ne peut pas effectivement parler du Bureau des légendes qui vient de fêter ses 10 ans sans parler du remake The Agency, Émilie. Est-ce que ça t'a convaincu ? Est-ce que quand on a aimé autant que nous le Bureau des légendes, est-ce qu'on va aimer The Agency ? Problème. Non, c'est réussi. C'est très fidèle. Voilà. Un peu trop fidèle. J'ai arrêté. Non, en fait, j'ai assez rapidement, j'ai regardé les 3 premiers épisodes. C'est du bien bel ouvrage. On est atmosphérique, alors transposé à Londres, etc. T'as arrêté alors qu'il y a Michael Fassbender, c'est que vraiment ça ne doit pas être bon. Bah, je sais, mais voilà. C'est-à-dire que j'ai voulu, pour son talent, et pas que... continuer. Il y a ton nez qui s'allonge, Pinocchio. Non, mais voilà, c'est vous savez, comme les remakes Disney qui sont revus, c'est bien, c'est beau, mais so what ? Voilà. C'est marrant parce que moi qui avais adoré aussi le Bureau des légendes, j'ai regardé comme toi là, les 3 premiers épisodes. Alors oui, c'est très copié-collé, c'est les mêmes intrigues, quasiment les mêmes scènes, les mêmes personnages, quasiment avec les mêmes looks d'ailleurs. Oui. Mais même dialogue. Voilà. Ça m'énerve. Mais je sais pas pourquoi. Là, ça m'a pas trop dérangée. C'est vrai. Et je me suis dit, oui, si j'ai le temps, je me vois aller au bout de la saison 1. C'est quoi l'intérêt de faire... Enfin, pardon, excusez-moi, donc j'ai vu aucune des deux. Donc vraiment, là, je suis totalement objective. Quel est l'intérêt de refaire la même série ? Enfin, pardon. D'autant plus que le Bureau des légendes est connu aux États-Unis grâce à notre cher New York Times. C'est quoi le projet ? Tu te dis, je vais faire un copier-coller juste pour mettre... Parce que les spectateurs américains ne fonctionnent pas totalement comme ça. J'allais dire ça, c'est-à-dire que c'est connu à l'international, mais si tu fais quand même une série en langue anglaise, il y a quand même plus de chances de la vendre dans plus de pays qu'une série en langue française. Oui, mais créativement parlant, c'est là où je rejoins Laurence, c'est que je trouve que quand même c'est quand même pas si mal. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, si tu arrives à le décorréler du Bureau des légendes, je trouve que la série elle a des qualités. Alors, j'ai vu que les 2 premiers épisodes, mais je trouve que c'est pas si mal. Je trouve ça plus froid pour l'instant que le Bureau des légendes. Je trouve ça plus techno thriller plutôt que série d'espionnage réaliste. Mais pareil, c'est assez épuré sur les clichés, donc c'est bien fait. Sur la mise en scène, c'est pas mal quand même. Il y a la poursuite de l'épisode 1 où il y a des images de vidéosurveillance en même temps. Je trouve que c'est assez habile. Mais effectivement, après, on reconnaît très rapidement des choses. Ils ont juste légèrement déplacé, du coup, le côté géopolitique. Actualisé. Donc là, actualisé. Donc là, maintenant, on parle d'Ukraine, notamment. Et alors, moi, il y a un seul truc qui m'a dérangé, c'est que Michael Fassbender, j'ai l'impression qu'il fait un peu que ce genre de rôle maintenant. Parce que j'avais l'impression de le voir dans The Killer. Voilà. Tu vois, le personnage ultra méthodique, très froid, machin. Il y avait un peu ça aussi dans le dernier Soderbergh qui est sorti au cinéma. Donc j'ai un peu l'impression qu'il il est en train de se cloisonner dans un espèce de rôle comme ça qui est un peu toujours le même. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que pour le reste, ça reste un acteur incroyable. Oui. Mais voilà, je suis un peu déçu là-dessus. Non, mais c'est vrai. Et voilà. Mais je trouve ça, je rejoins Laurent, c'est pas si mal. Mais oui, si on a adoré le Bureau des légendes, je pense qu'on trouve ça un peu... c'est un peu comme un produit dérivé, quoi. Enfin, tu sais, un truc un peu avec un peu moins de saveur, quoi. Je sais pas. Moi, je crois que j'ai retrouvé en fait le même plaisir que j'avais à l'époque à regarder le Bureau des légendes. C'était justement ce côté un peu fantasme, un peu
plongée coulisses dans ce monde qui nous est totalement inaccessible et qui refonctionne en fait. Moi, je suis pas si sûre. Moi, je suis plutôt de l'avis d'Émilie. Pour moi, c'est trop transposé. C'est les mêmes intrigues, les mêmes dialogues. On a juste changé les acteurs, les prénoms, et on est parti en Ukraine et pas en Algérie. Donc, vraiment, voilà. En plus, il y a quelque chose que Marc parlait de froideur. Il y a quelque chose que j'aimais beaucoup dans le Bureau des légendes et que je retrouve pas du tout dans The Agency. C'est que dans le Bureau des légendes, il y avait quand même le côté fonctionnaire français. C'est-à-dire que oui, et puis Jean-Pierre Daroussin, il avait toujours, alors on apprend plus tard que c'est une technique, mais il avait toujours des cravates terribles, vraiment du fonctionnaire français par excellence. Donc il y avait un peu cette aspérité-là, cette chaleur-là où on est quand même chez des fonctionnaires français dans une certaine mesure. Et là, il y a vraiment le côté espion. Tu vois, agent secret. Et franchement, moi, Moulin Gaufre dans Bureau des légendes, j'adorais. Et là, tu vois, donc là, sa version américaine, c'est Richard Gere. Lui, pour le coup, il nous fait fuck à toutes les phrases. Je suis en mode calme-toi, Richard. Genre fuck, ça ne donne pas. Enfin, dire fuck à toutes les phrases, ça ne donne pas de l'aspérité à un personnage. Donc ça fait vraiment genre. Voilà, j'arrive avec mes grands chevaux et tout, j'ai pas du tout adhéré. Et puis pareil, moi Jeffrey Wright, je l'aime beaucoup. Donc là, il joue le rôle que Jean-Pierre Daroussin jouait dans le Bureau des légendes. Mais pareil, il manque d'aspérité. Il fait très américain. Alors peut-être que probablement à la CIA, ils sont plus comme ça que ce n'est le cas à la DGSE. Mais du coup, ça manque d'aspérité. T'as l'impression de revoir justement ce truc d'espionnage à l'américaine et c'est dommage parce que du coup, ça perd en crédibilité, ce qui était vraiment la force du Bureau des légendes, quoi. Et à ce niveau-là, je trouve, au-delà du copier-coller qui me sort par les yeux, à ce niveau-là, je trouve ça dommage, ouais. Alors, depuis la fin du Bureau des légendes en 2020, il y a toujours ce serpent de mer, la rumeur de est-ce qu'il va y avoir une saison 6, un peu comme un film de 10% qu'on attend toujours. Le créateur Éric Rochon et l'ensemble des acteurs étaient présents au festival Cannes Série en avril pour recevoir le Canal+ Icon Award pour justement les 10 ans de la série. Et donc, à cette occasion, Mathieu Kassovitz a incité les spectateurs à continuer à réclamer une saison 6. Qu'est-ce que vous en pensez, Émilie ? Il nous faut une saison 6 ou c'est bon, ils se sont arrêtés au bon moment sur un coup d'éclat et moi j'ai envie de leur laisser la possibilité si l'écriture est bonne, si ils arrivent à trouver un bon scénario, une belle histoire à raconter, transposée justement et avec toutes les qualités d'écriture qui vont à ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde. Why not ? Ça me semble difficile parce que je sais que Casso aimerait beaucoup aimeraient beaucoup, les téléspectateurs beaucoup aussi. Canal+ aussi sans doute. Canal+ aussi beaucoup, mais pas sans Rochon, j'ai cru comprendre. Ouais. Et Rochon a vendu les droits, donc ça a l'air pour l'instant en tout cas d'être compliqué. Moi, le problème de ça, c'est que c'est Mathieu Kassovitz qui le demande et que pour moi, si on devait faire un retour du Bureau des légendes, il faudrait que ça se fasse sans Malotru parce qu'il a été la colonne vertébrale des 5 saisons qu'ils ont faites. Mais à la fin, si on est tout à fait honnête, c'était plus tant le personnage de Malotru qui nous intéressait, mais vraiment l'univers de personnages qui gravitaient autour de lui. Et donc là, si on refaisait un Bureau des légendes, et Émilie l'a dit, il faudrait que ce soit actualisé sur le plan politique, mais du coup aussi des personnages en fait, qu'on reprenne certains des jeunes personnages qui étaient là à l'époque, oui, mais pour moi, pour repartir du pompier du coup et avoir une vraie sensation de on refait quelque chose d'intéressant, il faudrait justement peut-être évincer les marqueurs trop forts de la première série. Je suis assez d'accord avec Juliette, ouais. Je pense que Malotru, effectivement, du coup, t'as plus besoin de l'avoir à nouveau. Après, c'est compliqué parce que ce genre de série, en fait, tu te touches presque à un truc un peu, c'était pas parfait, mais moi, j'ai pensé à ça par rapport à Succession, qui est, comme vous le savez, une de mes séries préférées de tous les temps. Et en fait, je me disais, mais Succession, j'étais trop déçu que ça se termine, mais en même temps, j'ai trouvé que la fin était parfaite. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose à acheter sur les 4 saisons. Donc, en fait, il y a toujours le risque, finalement, d'arriver plusieurs années après avec quelque chose qui va te décevoir. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas rester avec et éventuellement se faire des rewatch de temps à autre, comme a fait Juliette, pour retrouver le plaisir des personnages. Parce que finalement, c'est des séries qui sont tellement bien écrites que tu peux redécouvrir des choses quand tu re-regardes les séries, et même à la période de ta propre vie, en fait. Et donc, j'aurais tendance à dire, peut-être pour la beauté du geste, c'est peut-être mieux de ne pas avoir de saison 6.
Moi, ça m'arrangerait pas. En plus, j'en ai déjà 5 à me mater. Alors, en attendant, la bonne solution, c'est peut-être de repartir sur une nouvelle série. Et je crois qu'Éric Rochon reviendra justement sur Canal+ avec une série toujours dans l'univers de l'espionnage international qui s'appelle Secret People. Donc voilà, ça peut justement être la bonne voie pour ça. Et The Agency est déjà renouvelée pour une saison 2. Le tournage a démarré et je crois même que l'écriture de la saison 3 a elle aussi commencé. Merci. Bon, alors par contre, je veux bien y aller sur le tournage s'il y a besoin. Avec Michael T'aimerais, Phelps. servir son café à Michael. Pas de problème. Merci beaucoup, Émilie, de nous avoir permis de nous replonger dans le bureau des légendes. Et moi, je suis pareil, je crois que je suis à 2 doigts de me lancer dans un revisionnage. Mais avant ça, on va jeter un œil sur ce qui nous attend dans les prochaines semaines sur les plateformes. N'est pas le bureau des légendes qui veut, on y croit ou pas, que valent sur le papier les prochaines sorties à venir sur les plateformes. Ça commence le 6 juin sur Netflix avec K.O., un film français avec Cyril Gane et Alice Belaïdi. Et c'est ça que je cherchais dans le jeu de tout à l'heure. Et voilà, il est là, tu l'as trouvé. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup Alice Belaïdi. Je pense que ça va être le genre de film où tu regardes dans ton canapé, tu poses un peu ton cerveau à côté et puis enjoy the ride, comme disent Morshiba. C'est la première fois qu'on cite Morshiba dans le podcast, je crois, je ne m'attendais pas à ça. Marc. C'est un peu la cage le film, c'est ça, non? Ouais, je crois. Oui. La bonne annonce. Ouais, non, j'y crois. En fait, j'y crois moyen. Pour le coup, alors on dit souvent ici les films d'action, les films de castagne, la France on réussit bien, ce machin. Mais celui-là, j'y crois moyen. Je sais pas pourquoi, je me sens pas trop celui-là. Juliette, t'y crois pas? Ça m'intéresse pas le moins du monde déjà. Ça va probablement faire un petit... C'est sur Netflix, tu disais, ouais. Ça va probablement faire un petit top 3, tu vois. Ça va rester dans la première moitié du top sur Netflix, donc probablement que ça marchera. Mais à mon avis, ça n'a pas l'air d'être un bal perdu, quoi. Bon, Squid Game saison 3 le 27 juin sur Netflix. On n'y croit pas. Là, c'est même plus une question de n'y croit ou pas. C'est peut-être plutôt qu'est-ce qu'on en attend? Tout. Enfin, moi, T'as décidé d'élaborer aujourd'hui. Elle parle par monosyllabe. Qu'est-ce qu'on en attend? On en attend une conclusion, une vraie. Là, va falloir que sur l'écriture, il soit précis parce que les scènes d'action, les jeux, c'est bon, là, on sait, c'est pas ça qui fera la qualité de la saison 3, même si ça participe à la mythologie de l'univers Squid Game, mais voilà. Il y a enfin, j'avais dit dans ce podcast qu'en saison 2, les VIP, moi, m'avaient manqué, donc je suis ravie de savoir qu'ils seront de retour en saison 3. Moi, j'en attends une fin aussi explosive et surprenante que l'a été la série, et à mon avis, ça va pas être une mince affaire. C'est clair, la même chose. J'attends que la Season 2 Part 1, parce que ça va être Season 2 Part 2 en fait, ce soit vraiment, on arrive vraiment à quelque chose de satisfaisant. Et comme Juliette, évidemment, j'ai très envie du retour des VIP. Et effectivement, je veux surtout pas qu'on nous ressorte encore les mêmes jeux pour la 3e fois. Parce que là, ça doit être vraiment trop. C'était pas les mêmes jeux, je suis désolée. Mais certains, moi, je les ai trouvés super malins, les jeux de la précédente saison. Non, mais on a encore eu un 2-3 saison partie, je sais pas. Oui, mais ça, t'es obligé, en fait, c'est iconique. Tu vois, a priori, on va avoir c'est comme la roue de la fortune sans la roue. Ça n'a aucun intérêt. J'ai pas pensé à ce parallèle. C'est Squid Game sans le squid, quoi. Exactement. Non, mais a priori, il y aura un 2-3 soleils, puisqu'on avait vu, je crois, en post-générique, qu'il y avait un deuxième. Il y a le retour des poupées avec un petit garçon, mais ça ne veut pas dire forcément que ce soit un 2-3 soleils. Et je pense que c'est un jeu, mais je suis pas sûre que ce soit un copier-coller du 1-2-3 soleils. Est-ce que la bande-annonce nous a donné quelques indices sur ce qui allait se passer ou... En termes de jeu, on sait que probablement le premier jeu de retour, c'est un jeu où ils sont divisés en 2 équipes puisqu'ils tirent au sort des boules bleues et rouges et que du coup ils sont divisés en 2 et que la plupart du coup des binômes, le père et la mère, etc. vont être séparés. Donc à voir si ça veut dire qu'il y a la moitié qui meurt ou pas. Le dernier teaser, on a entendu un petit teaser sonore, un petit cri de bébé. Donc probablement que la joueuse enceinte dont on parlait dans le podcast aura accouché. Voilà. Quand même, les enjeux sont énormes. Dingue. Alors, Ironheart, le 25 juin sur Disney+. Ouais, je crois qu'on arrive un peu au bout, là. Là. Alors après, la bande-annonce, franchement, ça a l'air efficace, on va pas se mentir. Ils sont repartis dans un truc, c'est la nouvelle série Marvel, ils sont repartis dans un truc d'action probablement très efficace et donc...
ça se laissera regarder, mais juste, à mon avis, ça manquera cruellement d'originalité. Mais si j'ai tort, je paierai un café. Non, J'ai très épais sur Marc, la bière. on y croit pas. Pas trop. Pas non, trop. je pense que là, on est quand même sur des séries qui sont vraiment génériques, quoi. Mm. T'as l'impression que tu peux changer le titre de la série, Ça. plus ou moins le pitch, et puis hop, Ouais. c'est bon. Donc non, j'y crois pas des masses. Il faudrait vraiment qu'ils se renouvellent au niveau de Marvel. Même si j'ai pas vu le dernier film Thunderbolts, qui a Ah l'air oui. un peu plus... Il était pas mal, franchement. Moi, j'y allais sans attendre parce que justement, les dernières productions, films ou séries Marvel m'avaient déçue. Et franchement, plutôt une bonne surprise, agréablement surprise. Florence Pugh est géniale et en fait, ils ont vraiment travaillé son personnage de façon à vraiment partir sur une équipe de beautiful losers, quoi. Ils sont tous plus nuls les uns que les autres et ça fait du bien parce que moi, Captain America, j'en pouvais plus, j'avais envie de le jeter par la fenêtre. Donc voilà, donc vraiment, ils sont partis sur un truc avec vachement d'autodérision. Du coup, ça apporte un peu de fraîcheur et puis c'est une super meneuse, Florence Pugh. Donc là-dessus, ils ont réussi un peu à prendre leur propre contre-pied. Ouais. Et voilà, mais bon. Donc, il reste de l'espoir. Ah, de l'espoir, mais pour l'instant, en c'est série, ces derniers temps, c'est quand même assez décevant. Allez, je me tourne vers toi, Émilie. And Just Like That, saison 3, le 30 mai sur Max. Ah, super, je vais pouvoir faire mon mea culpa. Allez, J'avais dit vas-y. que la saison 1 était nulle, donc du coup, j'avais pas regardé la saison 2. En vue de la saison 3, je me suis dit, je vais quand même regarder la saison 2, qui est super. Donc, je vous conseille ceux qui ont été comme moi déçus par la saison 1, regardez la saison 2 où on a vraiment l'impression ce que j'attendais, à savoir un Sex and the City des cinquantenaires, où on a des problématiques de mère de famille et on se retrouve confronté à ce qu'on a nous-mêmes vécu. Enfin bref, la saison 2 est super. Donc j'espère que la saison 3 sera aussi bien. J'ai vu qu'il y avait quelques guests un peu cool. Je crois que Sarah Ramirez n'y est pas, si je dis pas de bêtises, ce qui m'embête un peu parce que j'aime beaucoup Sarah Ramirez. Mais ouais, j'attends. Oui, j'aime beaucoup Sarah Ramirez. Ouais. Mais j'attends avec impatience cette saison 3. Juliette. Non, on l'aime beaucoup, mais elle nous manquera pas en fait. Pas dans cette série. Bah non, dans ce rôle, franchement, ils en faisaient rien. C'était nul. Enfin, c'était vaguement intéressant en saison 1, mais en saison 2, franchement, c'était cata. Et elle vaut mieux que ça, quoi. Donc voilà. Mais non, de la vie d'Emily, en fait, ça n'a pas été un carton, quand même, faut se le dire. Ce retour de Sex and the City, ça ne marche pas vraiment fort. En France, en tout cas, aux États-Unis, j'ai un peu de mal à me rendre compte, mais en France, ça marche pas fort. Mais c'est vrai que je trouve qu'en saison 2, et j'ai vu le premier épisode de la saison 3, ils ont enfin, ils assument vraiment le côté, cinquantenaire. Carrie Bradshaw n'est plus la même Carrie Bradshaw, donc le fait qu'ils assument, c'est assez cool. Dans l'épisode 1 de la saison 3, il y a 1 ou 2 gags plutôt drôles. Donc voilà, s'ils reviennent à la légèreté, ce qu'ils avaient réussi à faire en saison 2, pour moi, ça marche pas trop mal. Marc, ce retour de Carrie Bradshaw pour la 3e fois. Je passe mon tour. Je me suis Joker. arrêté à Sex and the City, qui était une très bonne série et très novatrice. Peut-être sur un plein peu, d'aspects. comme tu disais tout à l'heure, sur le bureau des légendes. Oui, mais voilà, c'est c'est peut-être ça. pas la peine. J'ai pas eu envie, en fait, quand alors déjà les films, oui. j'ai malheureusement dû en regarder un. Par professionnalisme. Par professionnel ou pour accompagner quelqu'un, je ne sais plus. Non, c'était catastrophique. Et le 2, je crois que c'était encore pire. Et alors, donc, du coup, je sais pas, quand le Just Like That est arrivé, je me suis dit, oh là là, c'est encore ça tire vraiment. Et après, de ce que vous dites, il y a quand même un intérêt à. Alors la saison 1, vraiment, tu peux t'en passer. Oui, c'est ça, faut passer direct à la saison 2. Mais la saison 2 est assez cool. Tu seras pas perdu dans les intimes. Ouais. Non, clairement pas. Et t'as notamment toute une intrigue autour de Charlotte, dont les filles ont grandi, enfin dont l'une des filles a grandi et est sur le point d'avoir sa première relation sexuelle. Donc c'est assez drôle, assez piquant et assez sympa. J'ai l'impression que c'était une série qui était quand même très figée dans son temps, Sex and the City. Et du coup, j'avais un peu peur du côté, on réactualise, mais du coup avec un côté, maintenant, tout ce qui se passe aujourd'hui sur les relations hommes-femmes, etc. Et j'avais un peu peur du côté, du coup, un peu, pareil, un peu ringard, voilà. Peut-être pas forcément le cas, mais... Ringard, non. Pour le coup, en saison 2, ils avaient vraiment réussi justement à se réapproprier aussi, qu'est-ce que c'est d'être célibataire à 50 ans, quand t'as déjà eu toute une vie derrière toi, déjà eu tes enfants et tout, versus l'intrigue de la série principale où on était dans cette recherche-là plutôt. Moi, ce qui me gêne plutôt dans cette série, c'est le côté CSP++, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils essayaient quand même de... avec Samantha et Miranda, c'était pas le cas, mais c'est vrai qu'avec Carrie, il y avait cette espèce de mythe de j'habite dans un petit appart, je vide mes piges, même si on savait bien qu'avec des piges, on ne vit pas comme ça, mais voilà. Non. Et là, en fait, ils ont quand même aussi embrassé le côté on est des riches new-yorkaises. Et alors ça, par contre, c'est imblairable. Ouais. Enfin, elles sont déconnectées de la réalité, quoi. Enfin, là...
il y a premier épisode de la saison 3, il y a notamment une blague sur les touristes à New York. Vraiment, je suis en mode, mais pour faire des blagues comme ça, c'est vraiment, on touche plus terre, quoi. Ouais. Mais bon, teasing. Et on finit par une saison 3 également, Ginny et Georgia, qui revient sur Netflix le 5 juin. Émilie a quasiment fait un bond sur sa chaise. J'adore cette série. En fait, tu la prends en te disant ça va être une série où tu poses ton cerveau ou alors tu fais ton puzzle. Et en fait, non, il y a des vraies problématiques assez touchantes. Moi, j'ai été très surprise par cette série. Justement, je te dis, j'ai regardé la saison 1 en me disant, ouais, ça va être un truc mère-fille, un peu léger, un peu tranquille. En fait, ça parle de santé mentale, ça parle des premières amours, ça parle de... la mère, elle est complètement timbrée. Enfin, c'est super. J'aime beaucoup cette série. Et qui est mieux que ce que laisse penser la bande-annonce. Ouais, pareil. Plutôt une bonne surprise. J'y allais aussi un peu en me disant, bon, ça va être cliché, ado, etc. Et bonne surprise. Laurence est d'accord. Ouais, pareil. Alors moi, je vais faire ma Stéphanie. Les ados dans cette série, ça me saoule. Le personnage de Ginny a tendance à me taper sur les nerfs, mais pour moi, la vraie force de la série, c'est justement le personnage de Georgia, la mère, qui est vraiment un personnage plutôt frais et inédit. Donc ouais, je regarderai la nouvelle saison avec plaisir. Marc, je te repasse le micro. Je n'ai jamais regardé. Ça m'étonne pas. Contrairement à Sex and the City, je n'ai jamais regardé Ginny and Georgia, mais c'est plutôt ça, donne plutôt envie ce que vous nous en dites en fait. M'attendez à un truc beaucoup plus niais. Mais c'est exactement pour ça que c'est bien qu'on puisse le préciser. Ce n'est pas que niais. Et ce sera le mot de la fin pour cet épisode de Super Stream, le podcast de tes loisirs consacré au streaming. Alors, on a fini par nier. J'ai entendu imblairable aussi par là. Voilà, des nouveaux mots ajoutés. Mais imblairable au dictionnaire l'année prochaine. Merci à vous. On en parle à Robert. Qui nous écoutez chaque mois. N'hésitez pas à liker, partager ce podcast sur les réseaux sociaux et les plateformes d'écoute et nous laisser des commentaires. Merci Juliette, Émilie et Marc pour vos idées, votre bonne humeur. Merci Émilie de nous avoir épargné pour une fois. Le dog de fait divers horrible du mois, on y est arrivé. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci. Salut. Merci Laurence.